d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Semaine marquée par un rendez-vous institutionnel important. Vous le savez, l'adresse du président de la République qui a dressé l'état de la nation devant le Parlement ivoirien réuni en congrès. La santé de l'économie ivoirienne, les secteurs sécuritaires et sanitaires, les initiatives au profit des jeunes, notamment cette enveloppe de 361 milliards de francs CFA destinée aux jeunes pour l'année, soit 1 milliard par jour. Vous le savez, annonce très commentée dans l'opinion. On en saura un peu plus avec Touré Mamadou, ministre de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, qui sera avec nous en duplex depuis Daloa, dans la région du Haut-Sassandra. Dans le reste de l'actualité, nous évoquerons les enjeux de notre continent face aux défis de la mondialisation avec en plateau Achille Mbembe. Il est historien, politologue et enseignant universitaire qui nous rejoindra en plateau dans la deuxième et dernière partie de cette émission. Voilà pour les grandes articulations. Avec moi en plateau, je reçois pour vous chez vous ce soir M. Touré Mamadou, comme je vous l'ai indiqué, qui est en duplex de Daloa, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Bonsoir Monsieur le ministre, vous nous recevez bien depuis Daloa ? Oui, bonsoir Ali, je vous reçois très bien, le réseau est très bien ici. Parfait, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chez vous à Daloa et vous avez bien accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Franck-Stéphane Dedi, il est consultant international en stratégie. Bonsoir Franck. Bonsoir Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. De même. Alafé Ouakili, journaliste, directeur général de l'intelligence d'Abidjan, président d'une organisation de la société civile. Alafé Ouakili, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est une nouvelle casquette qui s'ajoute. Oui, une autre, oui. Une autre. Avec efficacité. C'est cela, on aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup d'être là. Docteur Ngouran Bangali, analyste politique, spécialiste des relations internationales, enseignant-chercheur à l'université Le Rougnon Guédé de Daloa. C'est long, mais on y est. C'est cela, on y est, tout est bien et tout va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation, docteur. Maître Meïté Youssouf, avocat. Oui. Merci d'être là avec nous, Maître Meïté Youssouf. Merci, Ali. Docteur Arthur Bangaï, historien spécialiste en sécurité et défense, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Merci, au moins je garde historien, je ne suis pas comme Bangali qui réunit déjà les historiens. Enfin, d'accord, c'est peut-être le débat qui commence comme ça entre vous, mais on verra bien ce que ça va donner ce soir. Messieurs, vous le savez, la politique intérieure, l'économie, la jeunesse, les réformes constitutionnelles devant les parlementaires, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait le bilan de sa politique de développement. Il s'est exprimé dans un discours dit pour dresser l'état de la nation. On fait le point avec Salif Yaleko et Fulgence Kissiedo et on en parle juste après, messieurs. Les questions liées à l'éducation, la formation, l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, qui représentent environ 3/4 de notre population, c'est-à-dire 22 millions sur 30, ont depuis 2011 fait partie des priorités du gouvernement. D'importantes avancées ont été réalisées, mais de nombreux défis demeurent. C'est pourquoi, lors de mon message à la nation du 31 décembre dernier, j'ai déclaré 2023, année de la jeunesse, et j'ai demandé au gouvernement de faire encore plus dans ce domaine essentiel. Dans ce cadre, le gouvernement a adopté, en consultation avec les jeunes, et celui-là est très important, le programme jeunesse du gouvernement pour la période 2023-2025. Ce programme qui a déjà débuté et se décline autour des 3 axes stratégiques suivants. Premièrement, l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Deuxièmement, le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse. Troisièmement, l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. En cette année 2023, des actions fortes sont programmées dans ces différents domaines
pour un montant de 361 milliards de francs CFA en vue de tracer des sillons durables pour le succès du programme. J'avais indiqué au Premier ministre et au ministre Touré que mon objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes sachent que chaque jour, cette année, 1 milliard de francs CFA leur sera consacré, c'est-à-dire 361 milliards pour l'année 2023. La mise en œuvre de cet ambitieux programme sur la période 2023-2025 est évaluée à plus de 1 118 milliards de francs CFA et il permettra d'offrir des opportunités et de toucher près de 1,5 million de jeunes dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle. C'est donc un véritable plan Marshall pour la jeunesse. On se souvient, monsieur, le chef de l'État a annoncé plusieurs réformes, notamment une proposition de réforme concernant le nombre de sessions au niveau de l'Assemblée nationale. Mais le point qui a retenu, semble-t-il, l'attention de tous les observateurs en tout cas, c'est ce fonds alloué aux jeunes, 361 milliards de francs CFA. Et dans un esprit de pédagogie, le président de la République a parlé d'1 milliard par jour. Ça a suscité beaucoup de réactions. On en parle évidemment ce soir de façon générale de toutes les réformes annoncées, mais aussi et surtout de ce fonds dédié aux jeunes. Réaction de Dr Bangali Ngoran. Comment vous avez réagi à la batterie d'annonces faites par le président de la République qui dressait l'état de la nation? Je pense qu'il y a deux appréciations dans le fond et la forme qu'on peut faire de ce discours, auquel on commence à être habitué. La première appréciation, je dirais dans la forme, c'est qu'encore une fois, on constate que ce discours n'arrive pas à trouver dans le dispositif du patrimoine de la République une salle à la hauteur de sa dimension. On identifie généralement le discours de Nouvel An à la salle des pas perdus, celui qui précède la fête du Nouvel An au bureau, aux appartements privés donc, du président de la République. Mais on a remarqué que depuis, en tout cas pour les deux précédentes éditions, ça a été à Yamoussoukro, à la Fondation, aujourd'hui dans un hôtel. Il y a donc le besoin de trouver un entre dans les dispositifs du patrimoine de l'État qui soit à même de recevoir une institution qui désormais va s'installer chaque année. Ça, c'est pour la forme. Dans le fond, il y a également deux aspects. Le premier aspect, c'est le discours du chef de la République, donc la dimension républicaine, parce que le président Alassane Ouattara, par son style, est entré dans la pensée collective ivoirienne comme ce président qui a les promesses faciles. Et on se souvient à l'image de la pluie des milliards. Et donc, quand vous faites souvent des promesses, il est aussi important après de revenir devant le peuple pour faire un bilan, pour dire, il est vrai, j'ai fait telle promesse, mais voici au stade d'exécution, nous en sommes ce qui a été déjà fait. Et donc, c'est à cet exercice-là qu'il s'est livré, en faisant notamment le bilan avec un accent, bien sûr un bilan général, mais un accent particulier sur les aspects économiques de son bilan. On est dans deux phases d'accélération qui sont relatives. La première accélération due aux infrastructures liées qu'on doit livrer avant la CAN. Et donc, ça a été un aspect de l'engagement massif de l'État de Côte d'Ivoire. Et puis, il y a une deuxième cause qui est liée à la conjoncture internationale avec la cherté de la vie. Donc, il y a eu une sorte de suractivité en termes de subventions, en tout cas pour essayer de contenir les effets de la conjoncture internationale. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire de façon ramassée à ce stade sur tout ce qui a été annoncé par le président. Je relève aussi pour finir, disons cette casquette, la dimension politique du discours. Le président, en tant que chef d'équipe, félicite publiquement certaines têtes fortes de son équipe. Et j'ai particulièrement aimé ça parce que ça change un peu du style qu'on prête à l'homme qui était plutôt considéré comme quelqu'un d'austère, quelqu'un de plutôt extrêmement sérieux et tout. Très réservé. Voilà, très réservé. Et là, mais je pense que c'était une touche particulièrement chaleureuse, humaine, qui m'a particulièrement plu. Donc, je pense que et qui a dû faire plaisir aux concernés. Oui, le ministre Mamadou nous en dira tout à l'heure. De pré-campagne électorale, et généralement, tous ceux qui ont été félicités, excepté le vice-président, sont tous candidats quelque part. Donc, c'est pour leur faire plaisir, clairement. Certainement. Docteur Arthur Banga. Oui, d'abord, c'est un discours qui se met clairement dans le cadre constitutionnel et institutionnel. On a une constitution qui est relativement jeune. Et donc, ce discours sur l'état de la nation essaie de s'installer. Et
moi, je pense que c'est la première fois qu'on a un véritable discours État de la Nation, parce que les deux précédentes, certes, il y a eu cet État de la Nation, mais qui a été masqué par des annonces spectaculaires. On se souvient, son retrait annoncé en 2020, la naissance du vice-président. Et là, on est resté focus, concentré sur l'État de la Nation en soi. Je partage l'avis sur le caractère privé de la salle. Moi, j'aurais préféré qu'on reparte à la Fondation, mais c'est personnel. Enfin, dans le bilan du discours, on voit un président de la République qui est plutôt satisfait et qui essaie de communiquer cette satisfaction. Il a vu, il est revenu sur tout ce qu'il y a comme succès sur le plan économique, sur le plan des infrastructures. Mais en même temps, c'est quelqu'un... On a vu aussi quelqu'un qui comprend les défis. Et aujourd'hui, le principal défi de l'Afrique et peut-être de la Côte d'Ivoire, c'est sa jeunesse. On a 3/4 de la population qui est jeune, c'est-à-dire par année, il faut trouver des centaines de milliers d'emplois, il faut trouver des centaines de milliers de centres de formation, etc. Et donc, il y a au moins cette prise de conscience et des annonces, sans doute le ministre aura le temps de revenir dans le détail sur comment ces annonces-là comptent être appliquées. Il y a un point qui est assez intéressant qui me fait comprendre que le président suit aussi l'actualité. Il a parlé de la dette. Et quand on a suivi l'actualité de ces derniers jours, la question de la dette revenait dans l'espace public. Ces derniers mois, voilà, vous voulez dire. Mois, voilà, la question de la dette revenait dans l'espace public. Il est venu quelque peu rassuré pour dire, ouais, on est sur des statistiques dans la norme. Mais je rappelle que les discussions, ce n'est pas tant le pourcentage du PIB que les opposants au concept de dette posaient, mais c'était surtout dans sa réalité, de son efficacité. Donc c'est un président satisfait qui a essayé de communiquer cette satisfaction, qui a relevé quand même quelques défis. Je pense, pour moi, le seul bémol, j'attendais, on a eu la fin d'année sur la CEMU, il fallait tout ça, et peut-être que le président aurait dû faire un point d'orientation, qui a donné une orientation beaucoup plus sociale, et beaucoup plus concrète à ce discours-là. Mais voilà mes impressions. Maître Meïté ? J'ai 2 observations à faire. Allez-y. Avant de faire mes observations, j'aimerais rappeler à tu, qui est historien, qui dit que c'est le véritable discours. J'aimerais rappeler là-dessus que c'est traditionnellement, les discours à la nation sont marqués par un événement ou des phrases chocs. Quand on reprend l'histoire, on va aux États-Unis, on a vu là-bas que avec Johnson, la lutte contre la pauvreté, avec George Bush, l'as du mal, avec Roosevelt, la déclaration de guerre, rentrée en guerre pour la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est toujours marqué par un événement. Les 3 discours. Le premier, ça a été marqué par son retrait. Il avait décidé de ne pas être candidat. Le deuxième, la présentation de son vice-président. Aujourd'hui, le discours est marqué par la proposition faite à la jeunesse. 1 milliard par jour, 361 milliards par an. Donc, les 2 observations sont que, sur le plan institutionnel, la tradition a été respectée et le président a présenté son bilan. Sur le plan économique, il a estimé que les perspectives, que le bilan est bon et qu'il y a des meilleures perspectives. Mais en même temps, il a relevé le fait que, face aux difficultés mondiales, il faudrait que le gouvernement essaye de redoubler d'efforts. Donc, sur le plan institutionnel, il a annoncé une réforme de la Constitution, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour les 2 sessions parlementaires. Sur le plan politique, il a estimé qu'il doit réviser la loi pour intégrer les partis politiques ou les personnalités qui sont représentées au Sénat pour que cela soit financé. Maintenant, sur le plan politique, on peut dire, ça a été dit tout à l'heure, ce discours permet au président de présenter son bilan, de regrouper sa majorité autour de lui. On a vu, ça a été dit par Bangali, il a félicité des ministres, c'est tout à fait normal. Parce que j'ai vu que certains se plaignaient, pourquoi il cite des ministres au nommément, il les félicite, c'est tout à fait normal. Il présente son bilan, il estime que ceux qui ont bien appliqué, qui ont bien travaillé, qu'il doit les féliciter. Donc, ce discours permet à la majorité d'être soudée autour de l'action du gouvernement, permet aussi à l'opposition de regarder un peu ce que le président a fait, ce qu'il n'a pas pu faire, essayer de faire des observations, des critiques, se préparer, faire des contre-propositions. Franck-Stéphane Dedi, comment vous réagissez ? Vous avez suivi ce discours ? Oui, j'ai suivi le discours du chef de l'État à la nation parce que c'est un moment important dans la mesure où le chef de l'État doit dresser un bilan de ses actions entre le dernier discours de l'État à la nation et le présent, d'une part, et d'autre part, ouvrir les grands axes des prochains mois ou prochaines années sur sa politique.
Donc, globalement, institutionnellement, c'était prévu. Donc, voilà. Rien à signaler? Rien à signaler à ce niveau. Par contre, même dans l'élément que vous avez passé, je reste un peu surpris que jusque-là, on dit que le président a dressé un bilan plutôt de satisfecit. Mais en même temps, et j'espère que le ministre réagira là-dessus, en même temps, sur la jeunesse, le président nous annonce un plan Marshall pour la jeunesse. Je pense que les historiens sur le plateau ne me diront pas le contraire. Le plan Marshall nous renvoie à une image très sombre de l'histoire de l'humanité où on se dit que beaucoup de choses se sont détériorées. Donc, on lance de grands moyens. Moi, c'est cette image-là que je retiens. On lance de grands moyens pour remettre les choses sur les rails. Et donc, aujourd'hui, alors que depuis 2014, on labellise Année de la jeunesse, parler en 2023 d'un plan Marshall pour la jeunesse, j'en viens à m'inquiéter dans la mesure où j'aurais plutôt été du moins confortable si on me disait que pas mal de choses ont été faites. On a atteint les objectifs peut-être à 80 à 90%, il nous en reste encore un peu plus. Mais parler d'un plan Marshall alors qu'on est censé avoir fait 7 ans, depuis 2014 jusqu'à maintenant, 9 ans, parler d'un plan Marshall, je reste un peu pour le moins gêné. Pour continuer, moi j'aurais souhaité des annonces fortes du président de la République. Maître Meïté, c'est bien ça, hein, elle est là. Aujourd'hui, dans le débat public, depuis 5 ans par exemple, il n'y a plus d'organisation du concours d'aptitude à la profession d'avocat, le CAPA. Et depuis 5 ans, ça ne se fait pas. Peut-être que le ministre Touré réagira là-dessus. Peut-être que c'était une occasion pour le président de trancher une bonne fois pour que ce problème-là soit réglé. Il y a la question des cités universitaires. Certaines sont construites, les étudiants n'y sont pas. Il y a la question de la santé. Aujourd'hui, au-dessus de Bouaké, vous n'avez pas de scanner médical dans tout le nord de la Côte d'Ivoire. Je pense que le président peut-être aurait eu à nous rassurer là-dessus. Sur l'éducation, il y a la question des indemnités d'examen qui ne sont pas payées depuis 1 à 2 ans. Ce genre d'éléments-là, pour moi, et il y a un secteur particulier qui risque de faire tache d'huile dans les mois à venir, c'est la grève qu'on a actuellement avec les ouvriers dans le secteur pétrolier. Donc, il va sans dire que l'impact sur le coût de la vie par rapport au gaz, au pétrole et tout sera donc très élevé. Donc, pour moi, voilà quelques bribes d'éléments sur lesquels j'aurais souhaité que le président se prononce, tranche une bonne fois, parce qu'on a l'impression que les ministres qui gèrent ces différents éléments-là, le CAPA, les cités universitaires, la question de l'éducation, la grève dans le secteur pétrolier, on a l'impression que les personnes préposées ne s'y retrouvent pas. Et pour moi, ça aurait été l'occasion pour le président de trancher une bonne fois, en bon père de famille romain, trancher une bonne fois pour rassurer l'opinion sur ces éléments-là. Donc, je reste plutôt partagé sur le discours du chef de l'État. Très bien. J'ai été interpellé. Oui, tout à l'heure. Je reviendrai à vous. Alafé Ouakili. Je voudrais dire que le président a parlé, c'est bien, fait quelques observations. Dire que toute prise de parole d'un chef de l'État, d'un président de la République, est déjà une parole solennelle. Exact. Elle est rendue davantage solennelle devant le Congrès. Mais ça me préoccupe parce qu'on a là maintenant 3 séquences institutionnelles, pas du même niveau, 3 séquences annuelles. Le 6 août, le 31 décembre, et puis pour la 3e fois, la première fois c'était en mars 2020, l'an dernier c'était en avril, cette année encore en avril, on considère que le président mettra peut-être régulièrement son intervention entre décembre et puis août au milieu, entre décembre où il tient le message de fin d'année, le 6 août, le message de la fête nationale, au milieu, en avril. C'est vrai qu'en dehors de ces séquences, il arrive qu'en Conseil des ministres, il arrive qu'à d'autres occasions, le président puisse donner de ses nouvelles, prendre de la parole, et ces initiatives ont autant d'impact qu'au cours de ces séquences-là. Ma préoccupation est de savoir s'il ne faut pas envisager de réduire ces 3 moments-là
par exemple, le message du 6 août peut être un message devant le Congrès. Par exemple. Pour dresser en même temps l'état de la nation? Oui, le message, puisque tous ces messages sont des messages sur l'état de la nation. Finalement, le président lui-même, il a dit devant le Congrès dernièrement, j'ai parlé à la nation le 31 décembre, et voici ce que j'ai dit. Et on se rend compte que le 31 décembre dernier, c'est à cette date qu'il a lancé l'année de la jeunesse. Et il est venu donner des détails sur l'année de la jeunesse. Puisque l'année devait démarrer en janvier, l'année de la jeunesse, il ne pouvait pas attendre sans doute avril devant le Congrès pour venir donner la nouvelle. Mais on voit bien qu'une année qui va déterminer tout est annoncée le 31 décembre et il vient peut-être dire des détails devant le Congrès. On pourrait, c'est des propositions, c'est des interrogations, je pense qu'on pourrait y réfléchir. D'ailleurs, sur la question de retour à 2 sessions, je pense que le texte qui nous sera présenté va donner des détails parce qu'il a été annoncé les 2 sessions de janvier à juin et puis aussi d'octobre à décembre. Actuellement, la rentrée des 2 chambres du Parlement se fait en avril. Cela signifie qu'il y aura un glissement parce que la session ne peut pas démarrer en janvier sans que ce soit la période de rentrée. Tout à fait. Donc, on attend certainement de voir le projet de loi constitutionnelle au-delà des orientations générales que le président de la République a données pour voir ce que cela va signifier. S'agissant de la jeunesse, je crois que le ministre reviendra là-dessus, mais en Côte d'Ivoire, tout le monde a retenu, même s'il y a eu de l'humour dedans, qu'il y a 1 milliard dépensé en initiative, en action pour la jeunesse et il ne s'agit pas d'un rang à faire, d'une inscription à faire pour que chacun vienne prendre sa part du milliard chaque matin. Il y en a même qui ont fait des calculs pour dire que ça va donner 1 500 francs ou 2 000 francs à la jeunesse par jour. Bon, je crois que quand même la jeunesse a retenu. Le ministre étant là, il donnera certainement des détails sur l'usage de ce milliard quotidien. Alafé Ouakili, vous anticipez effectivement sur les questions que je m'en allais poser au ministre Touré Mamadou. Monsieur le ministre, merci en tout cas encore une fois d'être avec nous en duplex depuis Daloa. L'annonce du président de la République était très claire, 361 milliards de francs CFA consacrés à l'année de la jeunesse au profit des jeunes. Beaucoup de jeunes, dans leur entendement évidemment, c'est de l'argent disponible, cash, dont ils peuvent disposer pour entreprendre, pour leurs initiatives. Vous qui êtes le premier responsable de ce département, comment vous réagissez ? Écoutez, d'abord, merci de m'avoir invité donc, à cette émission. Avant de réagir et de répondre de façon très précise à la question que vous avez posée, je voudrais quand même répondre au prédécesseur de M. Alafé Ouakili qui dit que beaucoup d'initiatives ont été menées par les jeunes. Il aurait fallu que le chef de l'État, avant d'annoncer un plan Marshall qui pour lui noircit le tableau, fasse état de ce qui a été fait. Et pour lui, si des initiatives ont été menées pour les jeunes, on pourrait considérer donc que ces initiatives... Mais est-ce qu'il a écouté le discours du chef de l'État ? Si vous réécoutez le discours du chef de l'État, voilà ce qu'il a dit exactement. Dites-nous. D'importants efforts ont été faits pour les jeunes depuis 2011. Les résultats ont été obtenus. Mais en dépit de ces résultats obtenus, des défis restent encore énormes. Mais la Côte d'Ivoire n'échappe pas à la réalité africaine, mondiale. Et quand vous avez un pays, je le dis, dont la démographie constitue à 75% de population de moins de 35 ans, quand vous avez chaque année 300 à 400 000 jeunes qui quittent l'école, qui arrivent sur le marché du travail, vous ne pouvez pas vous satisfaire donc, du bilan obtenu les 10 dernières années, parce que chaque année, vous avez le défi de 300 à 400 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et donc, le fait d'annoncer une année de la jeunesse qui devient un plan triennal, puisque ça part donc de 2023 à 2025, vise justement à amplifier donc les résultats, les initiatives déjà initiées et donc obtenir plus de résultats pour traiter dans cette jeunesse. Cela dit, le plan, le chef de l'État l'a dit, fait en réalité 1 118 milliards de francs CFA sur les 3 prochaines années. Pour la seule année 2023, nous sommes à 361 milliards de francs CFA. Mais les 361 milliards de francs CFA, c'est 99 milliards de francs CFA pour les infrastructures dédiées aux jeunes. Qu'est-ce qu'on appelle infrastructures dédiées aux jeunes? Ce sont les réhabilitations de centres d'enseignement technique, de lycées professionnels, etc. C'est la construction de lycées professionnels
en Côte d'Ivoire et de centres d'enseignement technique professionnel en Côte d'Ivoire. C'est la construction de centres de services civiques en Côte d'Ivoire. C'est les Agora, initiés par le ministère donc, des Sports, puisque nous aurons une dizaine d'Agora qui seront construits donc, sur l'ensemble du territoire national. C'est le financement des projets d'entrepreneuriat de 150 000 jeunes. C'est le financement de 110 000 jeunes qui sont dans le système scolaire en termes de bourses ou de secours financiers. Ce sont des campagnes de sensibilisation, etc. Donc, c'est l'ensemble de ces initiatives ramenées sur l'année qui nous donne le montant de 361 milliards de francs CFA. Et comme M. Alafé Ouakili l'a si bien dit, le président n'a fait qu'une moyenne journalière. Quand vous prenez les 361 milliards de francs CFA qui sont investis dans les infrastructures, dans l'entrepreneuriat, dans la sensibilisation des jeunes, dans l'encadrement des jeunes, etc., si vous faites une moyenne journalière, c'est un investissement de presque 1 milliard donc, par jour. Mais allez, je vais plus loin. Allez-y. Je me suis amusé à prendre le budget de 7 ministères. On pourrait faire tous l'exercice. 7 ministères dédiés à la jeunesse. Je parle du ministère de l'Éducation nationale. Plus de 1200 milliards de budget cette année. Je parle du ministère de l'Enseignement supérieur. Près de 290 milliards de budget. Le ministère de l'Enseignement technique. 173 milliards de budget. Le ministère de la Jeunesse. 42 milliards de budget. Le ministère des Sports, 50 milliards de budget. Quand vous prenez ces 7 ministères clés, culture, etc., vous êtes à près de 1900 milliards de budget. Mais si vous ramenez ça donc, à une moyenne journalière, Ali, ça fait 5 milliards, presque 5 milliards investis, qui seront investis cette année, chaque jour, dans la jeunesse, à travers donc, ces différents ministères. Et je vais rappeler que le PG Group, c'est 17 ministères qui vont intervenir. Ministère des Sports, ministère de l'économie numérique, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Enseignement technique, ministère de la Jeunesse, ministère de la Culture, etc. Donc, ce sont l'ensemble des initiatives des 17 ministères, y compris les initiatives des partenaires au développement, Banque mondiale, l'AFD, etc., qui font l'enveloppe donnée par le chef de l'État. Il n'a fait qu'une moyenne journalière. Donc, ce n'est pas de l'argent qui est disponible en cash, prêt à être servi aux jeunes. On est bien d'accord? Non. J'insiste là-dessus parce que dans la mémoire collective, on a intégré cette idée de 1 milliard disponible par jour. Ouais. Et vous nous dites que ce n'est pas cela, ce sont des infrastructures, ce sont des initiatives, des financements de projets. Mais ce qui est décevant, c'est les experts de certains partis politiques. J'ai écouté le porte-parole d'un parti politique qui s'est dit financier et on a des raisons de douter donc, de ce qu'il dit être. Parce que vous savez, je sors même de ce que le chef de l'État a dit. Tous les experts qui sont sur le plateau pourraient témoigner, que ce soit dans le secteur de la santé, donc de la sécurité routière, etc., tous les organismes internationaux ou nationaux, sur la base des statistiques annuelles, ont tendance à donner une moyenne journalière. On pourrait vous dire qu'il y a tel nombre de décès par jour, il y a tel nombre de naissances par jour, il y a tel nombre d'accidents par jour, etc. Donc le chef de l'État, c'est à donner un exercice économique. C'est-à-dire, c'est le budget global donc, sur l'année, qui fait 361 milliards de francs CFA, presque 365 milliards, divisé donc par 365 qui donne à peu près presque 1 milliard. Mais je note que ça, c'est le PG Gouv. Mais si vous prenez tous les ministères, les 7 ministères clés qui interviennent sur les questions de jeunesse, vous allez aujourd'hui regarder les budgets de ces ministères, les dépenses qui sont effectuées cette année, vous montez à près de 5 milliards par jour. Très bien. Donc, je suis totalement d'accord avec ce qu'Alafé a dit. Ce sont des investissements qui vont se faire dans les infrastructures pour les jeunes, dans les programmes de formation pour les jeunes, et dans les programmes en entrepreneuriat pour les jeunes. D'ailleurs, Ali, je peux annoncer que dès mardi, le document qui détaille donc le PG Gouv sera rendu public et chacun aura une idée très précise de l'ensemble des initiatives qui seront menées non seulement cette année, mais qui seront menées donc les 2 prochaines années. Très bien. Et dire aussi que, comme le chef de l'État a dit, nous avons déjà le bilan au bout donc des 4 premiers mois du PG Gouv. Ce document sera public dès demain. Dès demain, chaque Ivoirien saura en 4 mois qu'est-ce qui a été fait de façon très précise selon les 3 axes définis par le chef de l'État en faveur donc des jeunes cette année. Très bien. On reviendra à vous, Monsieur le ministre. Arthur Banga. Oui, je voulais rapidement 2 mots. Quand j'ai dit véritable, je rigolais parce que on était sur plateau jeudi, tu attendais une annonce. Il n'y a pas eu d'annonce, donc c'est ce que je voulais dire. La deuxième chose, oui, sur le plan Marshall, il y a peut-être le côté négatif, mais aussi le côté volontariste.
du plan Marshall, de vouloir montrer sa volonté de trouver une solution, et ça peut être vu dessus. En revanche, là où peut-être je vais temporiser un peu à la fait, je pense que les Ivoiriens savent, les Ivoiriens ont l'intelligence de comprendre qu'il ne s'agit pas de 1 milliard à aller chercher. En fait, ce qu'on doit comprendre, et ce que les autorités doivent comprendre, et le ministre, c'est de dire, pour certains Ivoiriens, les milliards, c'est tous les jours dans leurs oreilles, quoi. Quand ils allument la télé, il y a 1000 milliards ici, il y a 200 milliards ici, il y a... Voilà, ça, c'est... À la limite, les millions, on les entend tout le temps. Certains peuvent le voir tout le temps, mais certains ne le ressentent pas. Et je pense que c'est cet aspect ressenti de ces plans qui est remis en question souvent par ces choses. Et le ministre nous dit qu'on aura donc clairement demain le bilan et les objectifs. Et donc, on aura des indicateurs. On pourra savoir donc les indicateurs clairement. J'aimerais savoir, est-ce que monsieur le ministre nous dit par exemple, cette année, on aura tel nombre d'écoles, on aura tel nombre de lycées, on aura... Voilà, de façon plus concrète, c'est cet exercice pédagogique dont les Ivoiriens ont besoin parce que les Ivoiriens, ils entendent ces milliards, et certains ont l'impression justement que ces milliards le passent par-dessus. Donc c'est cet exercice pédagogique, et d'ailleurs, heureusement qu'on aura ces données, mais si déjà ce soir, il peut prendre des engagements clairs devant les Ivoiriens, dans tel domaine, on aura tel nombre d'écoles, par exemple, les jeunes Ivoiriens ne seront plus renvoyés sans avoir de centre où ils seront reconstruits, des engagements clairs qui font que les Ivoiriens vont comprendre que ces milliards-là sont à leur service. C'est ça l'inquiétude. Je ne pense pas que tout le monde, je pense pas que quelqu'un s'attendait à aller prendre des milliards. Il y en a qui s'attendaient. En tout cas, ils sont nombreux à réagir si je peux réagir, en direct. Oui, monsieur le ministre, très rapidement, allez-y. Si je peux réagir, le chef de l'État n'a pas fait qu'annoncer des milliards. Il a annoncé aussi 1 500 000 jeunes qui seront pris en charge dans ce dispositif sur les 2 prochaines années. Pour la seule année 2023, c'est 700 000 jeunes qui seront pris en compte dans l'ensemble des dispositifs. Maintenant, je peux constater que si on n'a pas donc accès à un certain nombre d'informations, on peut spéculer. Et donc, ce que je dis, c'est que, alors rappelez-vous aussi que ce document a été validé le 21 mars par le gouvernement et validé le 21 mars avec les services du CICG. Nous sommes en train de faire la mise en forme de ce document qui est terminé et ce document sera publié dans les 48 heures. Sur le bilan, Arthur, je peux vous rassurer que la mise en œuvre du PGGO va commencer depuis le 1er janvier, puisque chaque ministère a quand même des missions. Chaque ministère avait une feuille de route définie par le chef de l'État. Et rappelez que le PGGO, c'est l'ensemble des interventions sectorielles dans tous les ministères qui concernent les jeunes, y compris donc la vie des jeunes qui ont été pris en compte. Je peux vous dire par exemple qu'avec le Premier ministre, on a été à Boaké, fait la pose de la première pierre des lycées de formation technique professionnelle à Botro. Je peux vous dire que nous-mêmes, au nom de notre ministère, on a lancé donc il y a quelques semaines le recrutement de 2600 jeunes en vue donc d'une formation à visée d'insertion. Le centre de service civique de Boaké a ouvert. Les 500 premiers jeunes qui doivent être dans ce centre de service civique sont à Boaké, sont en formation, ont été recrutés dès ce mois d'avril. Donc, le PGGouv a déjà commencé. Nous donnerons demain le bilan de la mise en œuvre, donc au bout de 4 mois, donc, du programme social, du programme jeune du gouvernement 2023. Voilà ce que je vais dire. Alors, je suis d'accord avec vous, Mamadou Touré ne va pas tous les matins récupérer une valise donc d'1 milliard à distribuer aux jeunes. Il ne s'agit pas de distribuer de l'argent, et je suis d'accord avec vous, il s'agit d'investissement dans donc, des initiatives en entrepreneuriat, en formation, en infrastructure. Et vous verrez par exemple que le ministre Dao Paulin a fait la pose de la première pierre du centre d'Agora de Dimokro, ça a été traité dans l'actualité, ça rentre dans le PGGouv. On aura l'inauguration du centre d'Agora d'Abobo autour du 13, c'est le PGGouv. Donc, les initiatives ont déjà commencé. Il faut juste peut-être lier ces initiatives à ce programme qui sera disponible donc, dans 48 heures. Il faut peut-être aussi, comme le laisser entendre Arthur Banga, il faut plus de pédagogie, plus de communication, plus de visibilité sur l'ensemble de ces initiatives en faveur des jeunes. Je reviendrai à vous tout à l'heure, monsieur le ministre. Docteur Mangali, ensuite Franck Stéphane. Oui, je pense que la question aujourd'hui de l'impact et la durabilité des anciens emplois qui ont été créés avec les premiers investissements qui ont été, disons, engagés à partir de 2012 avec le programme PGDEC 1 et 2 ainsi que le programme CDD Emploi sont aujourd'hui à remettre, je pense, sur la table parce qu'avant d'utiliser les mêmes méthodes de création d'emplois qui ont été déjà expérimentées les années précédentes, il fallait au moins, pour le moins, faire un bilan clair
pas seulement, parce que généralement ce que le ministère fait, le ministère de la Jeunesse fait, c'est d'afficher les indicateurs des taux de réalisation des précédents financements. Mais au-delà de cela, la question du fond, c'est quelle est la durabilité du type d'emploi qu'on crée avec les méthodes de financement de l'auto-emploi, de l'entrepreneuriat tel qu'on le connaît. On sait à travers les statistiques, par exemple... Monsieur, on les laisse terminer. On sait à travers les statistiques, même si ce n'est pas dans le cas de la Côte d'Ivoire, mais au moins on peut citer ça à titre indicatif, qu'en France, selon l'INSEE, 50% des PME, en tout cas des emplois créés sur le modèle d'auto-emploi, ne survivent pas après 5 ans, ne survivent pas les 5 premières années. Et il y a eu un sondage également en Afrique, sur le terrain africain, pas en Côte d'Ivoire, sur le terrain africain, qui a révélé que 55% de ce type d'emploi n'arrivent pas à survivre après 5 ans d'existence. Donc, c'est vrai, ces programmes ont été financés, on a déversé des millions entre les mains des jeunes, mais être entrepreneur, c'est au-delà de la formation qu'on peut leur donner en quelques mois, c'est tout un état d'esprit, c'est une mentalité. C'est vrai que, disons, l'image la plus illustre que tout le monde connaît, c'est l'échec de Dougou Tigui. Dougou Tigui n'a pas réussi à mettre à profit les 6 millions qui lui avaient été prêtés dans le cadre de ces programmes-là pour créer un emploi durable, c'est-à-dire qui s'installe dans une durée qui excède 5 ans, 10 ans. Aujourd'hui, c'est la question de fond, je crois. Avant qu'on ne dédouble ces anciennes méthodes-là, il était important de faire l'étude de la durabilité du type d'emploi qu'on crée en choisissant de financer des jeunes qui n'ont pas l'expérience en matière d'entrepreneuriat et qui, du jour au lendemain, après donc des formations théoriques, on leur remet quelques millions, on les met sur le terrain. Vu l'environnement des affaires et tous ces facteurs-là qui ne militent pas forcément en leur faveur, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Donc, il est important que le ministère nous fasse une étude claire pour nous faire le bilan en termes de durabilité surtout, pas en termes de taux d'exécution des anciens financements, mais en termes de durabilité des emplois qui ont été créés. Est-ce que jusque-là, on a mis l'accent plutôt sur la quantité et non la qualité, ou c'est le contraire? Parce que sur la période 2012 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au moins à 11 ans d'exercice. On peut faire un bilan pour savoir les premiers emplois qui ont été créés. Est-ce que ces emplois-là ont survécu aux 5 premières années? Sinon, est-ce qu'il ne faut pas changer de façon de procéder? Par exemple, c'est une idée, une proposition parmi tant d'autres. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de banque de fonds, en tout cas pour appuyer spécifique pour le financement des PME, par exemple. Est-ce qu'on ne pouvait pas mettre en place un mécanisme comme ça et choisir, par exemple, au lieu de donner des millions à des gens qui n'ont aucune expérience en matière d'entrepreneuriat, au contraire de soutenir des jeunes qui sont déjà entrepreneurs, depuis 3 ans, 4 ans, qui ont fait leurs preuves et qui peuvent développer leur affaire pour embaucher ensuite d'autres jeunes. Donc, je pense qu'il y a d'autres voies de réflexion à explorer. Monsieur le ministre, vous allez réagir après cette intervention de Franck-Stéphane Dédi. Allez-y. Oui, je veux mettre l'emphase sur un certain nombre d'éléments. Allez-y. Sur lesquels le ministre n'a pas réagi. Moi, j'aurais souhaité qu'il nous il éclaire notre lanterne là-dessus. Pour la question du plan Marshall, bon, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Je pense que ce sont des faits historiques. Peut-être que le ministre pourrait regarder à nouveau ce que c'est qu'un plan Marshall. Moi, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Par contre, ce que je dis, c'est que j'ai donné des éléments spécifiques. Et dans la réponse du ministre, il a parlé de tout sauf ces éléments spécifiques-là. Depuis 5 ans, le CAPA n'est pas organisé. Qu'est-ce que le ministre peut nous dire aujourd'hui, ce soir, sur ce plateau-là? Qu'est-ce qu'il en est? Parce que j'ai regardé... On va le laisser répondre, hein, mais j'imagine qu'il nous dira que c'est pas son département. J'ai regardé son actualité dernièrement. Il y a un vice-président d'un parti qui dit qu'il est parti le voir par rapport à cette question-là. Donc peut-être que le ministre pourra nous éclairer là-dessus. Deuxième élément qui concerne la jeunesse, les cités universitaires. J'aimerais que le ministre nous en donne un peu plus là-dessus. Qu'est-ce qui sera fait par rapport aux cités qui sont créées et où les étudiants n'y sont pas? J'ai parlé du fait que, parce que pour qu'on ait des jeunes qui se développent, qui ont un bon emploi, il faut qu'ils soient en bonne santé. Je dis qu'au-dessus de Bouaké, dans tout le nord de la Côte d'Ivoire, on n'a pas de scanner médical. Qu'est-ce que le ministre a dit à ses collègues de la santé par rapport à cela? J'ai parlé des indemnités d'examen des enseignants. Il y a à peu près 80% d'enseignants en Côte d'Ivoire qui ont moins de 35 ans. Qu'est-ce que le ministre dit par rapport à cela? J'ai parlé de la grève en gestation dans le secteur pétrolier. Aujourd'hui, ces personnes-là, qui sont en majorité à moins de 40 ans, ça concerne la jeunesse
Qu'est-ce que le ministre nous dit par rapport à cela? Il y a quelque temps sur votre plateau, je pense, ou une autre chaîne, le ministre, dans les actions qui avaient été faites, on nous a parlé d'un jeune qui a eu une enseigne de coiffure à qui on a donné 700 millions de francs CFA. Le ministre avait dit qu'il y aurait des actions par rapport à ça. Dr Bangali a parlé du cas de Goutigi. Moi, je veux renchérir avec ce cas-là de classer 700 millions. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Et quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour ne plus qu'on tombe dans ce genre de traquenard-là? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, certaines personnes en Côte d'Ivoire se disent les fonds qui sont mis à disposition par le gouvernement, on prend, on en fait ce qu'on veut, rien ne nous arrivera. Et ce genre de cas-là conforte ces personnes-là dans ces positions-là. Donc voilà 7 points que j'ai évoqués. J'espère que le ministre, au-delà de la polémique sur le plan Marshall, ce genre de choses, est-ce qu'on a suivi ou non le discours? Moi, je peux le rassurer. J'ai suivi très bien le discours, mais spécifiquement sur ces points-là qui concernent la jeunesse, que le ministre nous donne de façon très concrète ce qui sera fait par rapport à ces différents points. Très bien. Touré Mamadou, réaction? Bon, alors dire que d'abord, sur le premier intervenant, je souhaite, et ça c'est un peu symptomatique de tous les débats que nous avons, il est quand même important souvent de se rapprocher des décideurs publics pour prendre des informations avant donc de se lancer donc, dans des analyses, etc. Il dit de façon très concrète que depuis 2012, des politiques d'emploi ont été mises en œuvre par le gouvernement, avec l'appui donc de la France à travers le CDD, avec l'appui donc de la Banque mondiale à travers donc le PGDEC. Et il dit de façon préemptoire qu'il n'y a pas eu d'évaluation de l'impact donc de ces programmes. Je vous invite à vous rapprocher dès mardi de la Banque mondiale et de l'AFD. Écoutez-moi très bien, parce qu'il y a eu de la communication officielle. Les rapports d'évaluation de la Banque mondiale et donc de l'Agence française de développement, si la mise en œuvre de l'insertion des jeunes dans le cadre du CDD du PGDEC fait ressortir que 70% des jeunes qui ont été mis dans les programmes d'insertion, c'est 70% des jeunes qui ont eu un emploi durable en termes d'impact. Je ne parle pas seulement en termes de quantité, je ne parle pas seulement en termes de qualité, même si pour nous, il est important donc d'allier quantité et qualité. Donc si c'est l'impact du PGDEC et l'impact du CDD, voici les résultats que je vous donne, qui sont disponibles non seulement au ministère, mais qui sont disponibles auprès de la Banque mondiale et de l'AFD. D'ailleurs, vous verrez que lors d'une activité que j'ai organisée avec le président de la région donc, du Sud Comoué, qui a eu le financement de 820 jeunes dans le Sud Comoué, c'était à Bassam il y a 2 semaines, pour à peu près 5 millions. L'ambassadeur de France a pris la parole pour dire que l'impact positif du programme CDD a amené la France à réévaluer à la hausse sa contribution dans les politiques d'insertion dans notre pays. On passe de 8 milliards de francs CFA à 53 milliards de francs CFA dans le cas du CDD. Mais pour aller sur le CDD 3, pardon, qui fait 53 milliards, c'est pas une évaluation de l'impact du CDD. Et quand vous prenez le PGDEC, on passe de 25 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 50 millions d'euros, à peu près 86 milliards de francs CFA, qui fait autour de 150 millions donc, de dollars. Donc, pour vous dire que ces politiques que vous avez citées sont des politiques qui ont permis de mettre en insertion des centaines de milliers de jeunes. Ces politiques ont été évaluées non seulement par le gouvernement, mais par les partenaires au développement. Les résultats de ces études sont disponibles et jamais ces partenaires n'auraient investi encore dans ces programmes si nous n'avons pas fait preuve d'efficacité au niveau donc, du gouvernement ivoirien. Ensuite, sur le deuxième intervenant, alors, je concède qu'il a été un peu le fait de commenter le plan, enfin, le fait qu'il a évoqué le plan Marshall et que je dise que ce plan Marshall ne remet pas en cause le bilan et que de préciser que le chef de l'État a bien précisé qu'en dépit des résultats obtenus, il y a encore des défis énormes. Je ne cherche pas à polémiquer, mais toutes les questions que vous me posez, monsieur, je ne suis pas ministre de tout. Je ne suis pas ministre du pétrole, je ne suis pas ministre de la Santé. Ce que vous avez dit et ce sur quoi je ne suis pas d'accord. Alors, je vous ramène à ce que vous-même vous avez dit, ne pas que vous soyez en contradiction avec vous-même. Vous dites que le chef de l'État aurait dû parler donc du CAPA. Oui, chacun aurait voulu que le chef de l'État parle de tel ou tel sujet. Le chef de l'État a fait un discours, il a estimé qu'il y avait des sujets importants et il a choisi ces sujets importants sur lesquels il s'est prononcé. Maintenant, vous attendez des points précis. Vous n'avez pas eu de réponse par rapport à ces points précis, mais vous pouvez vous rapprocher du ministère donc, de la Justice et pour avoir donc, des éléments donc, sur ces points. Pour le discours donc, qui a été abordé par le chef de l'État, il n'a pas embrassé toutes les questions ou tous les problèmes qui touchent tous les Ivoiriens. Il a touché les problèmes les plus essentiels pour lesquels il a apporté donc des réponses. Maintenant, sur les questions précises que vous posez,
Et ça ramène donc au dispositif donc, de notre ministère. L'affaire Dourtiri. Écoutez, Dourtiri n'a jamais eu, contrairement à ce que vous dites, l'argent n'a jamais été remis à Dourtiri, comme vous le dites. Il y a eu un financement qui a été mis en place. Une ferme a été construite pour Dourtiri. La valeur donc de cette ferme, en gros, se tourne autour donc, de 24 millions de francs CFA. Dourtiri n'a jamais touché les 24 millions de francs CFA. Mais je vous dis que cette ferme existe. Et cette ferme devient aujourd'hui une ferme école et elle va accueillir 60 jeunes par an qui seront formés. Donc, en termes d'investissement, que Dourtiri ait échoué, c'est Dourtiri, mais je peux vous dire, monsieur, que ces 2 dernières années, c'est 60 000 Dourtiri qui ont été financés sur l'ensemble du territoire national. Vous parlez de l'affaire Classé, ça me permet de donner de l'information sur l'actualité de Classé. Classé, c'est un financement qui a été mis en place pour un jeune qui est venu présenter un projet avec une entreprise qui devait installer 500 jeunes sur l'ensemble du territoire national, avec des salons de coiffure, 100 salons de coiffure pour 5 jeunes par an. Il a eu le financement, il n'a pas voulu rembourser, et nous pensons même qu'il y a eu une fraude donc, de sa part. Ma responsabilité en tant que ministre de la Promotion de la Jeunesse, lorsque j'ai été saisi donc, de cette question, c'est d'abord de limiter tous les financements à 50 millions de francs CFA. Ma responsabilité en tant que ministre de la Jeunesse, c'est de poursuivre ce jeune. D'abord au civil, il a été condamné. Ma responsabilité en tant que ministre de la Jeunesse, c'est de poursuivre ce jeune donc au pénal. Depuis 1 mois, ce jeune est à la MACA, je vous informe. Depuis 1 mois, il est à la MACA. Il est poursuivi, il a été condamné au civil pour rembourser la totalité des ressources qui lui ont été mises à disposition. Mais comme nous estimons qu'au-delà donc des poursuites civiles, il y a eu quand même un peu de malhonnêteté de la part de ce jeune, il y a eu une poursuite donc pénale et ce jeune est poursuivi. Et quels sont les dispositifs que nous mettons en place pour ne plus arriver à ce genre de situation? Plus aucun jeune, d'abord les financements plafonnés à 50 millions de francs CFA, plus aucun jeune ne reçoit des financements s'il n'est pas accompagné par un centre de gestion agréé pour l'aider dans sa comptabilité. Tous ces jeunes qui reçoivent des financements en deçà de 1 million de francs CFA, nous mettons en place un mécanisme avec Côte d'Ivoire PME pour aider ces jeunes donc, à se formaliser. Tous les jeunes qui reçoivent des financements en deçà donc, de 1 million de francs CFA doivent avoir une caution morale qui les accompagne. Tous ces jeunes qui reçoivent des financements au-delà de 5 millions de francs CFA doivent avoir un apport personnel de 10%, montrant ainsi donc, leur volonté donc, tout leur engagement donc, par rapport à ce projet. Donc, et je peux vous dire que le jeudi prochain, le 4, et c'est par là que je termine, le jeudi prochain, dans le cadre du PGGOU, c'est 16 000 jeunes qui vont, un programme qui sera lancé pour 16 000 jeunes sur l'ensemble du territoire national, qui vont recevoir donc des financements avec toutes les mesures qui ont été prises depuis 3 ans pour encadrer donc ces financements. Oui, vous regardez les cas d'échec, vous regardez le cas de Dourtiri, qui est un cas d'échec clairement, mais je vous invite aussi à regarder ces 60 000 jeunes, et je serai heureux de vous recevoir au ministère pour qu'ensemble, on visite donc ces jeunes qui ont eu 500 000 francs, qui ont eu 1 million, qui ont eu 20 millions, et qui aujourd'hui ont des activités qui marchent. Et je vous lance cette invitation. Dès mercredi, je suis prêt à vous recevoir donc, pour aller en profondeur sur toutes ces questions et pourquoi pas avoir aussi vos propositions s'il y a des points d'amélioration. Vous avez dit qu'il y a un vice-président d'un parti politique qui dit être venu à mon bureau pour parler du problème de CAPA. Je ne sais pas de qui vous parlez, mais je vous dis que c'est faux. Je n'ai reçu aucun vice-président d'aucun parti politique qui est venu à mon bureau pour me parler donc de CAPA. Et même si un vice-président d'un parti politique venait à mon bureau pour parler de la situation donc de CAPA qui concerne des jeunes, je l'aurais écouté avec volonté. Je l'aurais écouté avec beaucoup de plaisir. Je l'aurais écouté parce qu'il s'agit de jeunes. Mais je l'aurais orienté vers le ministère en charge de la question, qui est le ministère donc, de la Justice. Très bien. Touré Mamadou, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Concernant justement le ministère de la Justice, Maître Meïté, réaction avant la courte pause que je vais vous proposer. En fait, c'est un problème très délicat qui ne relève pas de la compétence même du président de la République, du ministère de la Justice. C'est l'ordre des avocats qui doit organiser ce concours. Mais malheureusement, depuis 5 ans, ce n'est pas organisé. On n'en connaît pas les raisons. Nous avons des jeunes que nous avons formés qui rêvaient d'être avocats, qui sont sur le carreau. Certains même sont obligés de partir à l'extérieur, à l'étranger, se former. Lorsqu'ils reviennent, c'est un parcours de combattant pour s'inscrire. Même certains mecs qui exercent déjà... au barreau? Au barreau ici. Même certains mecs qui exercent déjà, qui se sont mis à nos missions, ils sont venus. Ils ont déposé les dossiers, ça fait plus d'1 an, et on les tourne en rond. Jusque-là, ça n'a pas été organisé. Donc, le président de ce parti-là, ou le porte-parole de ce parti-là, je pense qu'il devait aller voir l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire pour leur poser la question de savoir qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi
le CAPA n'est pas organisé. Certains même parlent de génocide intellectuel. Il y a eu des pétitions même en ligne, des milliers de personnes ont signé. Vraiment, c'est une difficulté majeure aujourd'hui qui fait que il n'y a pas assez d'avocats en Côte d'Ivoire. 600 avocats pour 27 millions d'habitants, c'est assez peu. La Côte d'Ivoire n'est pas couverte totalement. Vous allez dans des tribunaux comme à Kourogo ou à Man, des audiences sont faites, pas d'avocats, des gens sont jugés sans avocat, parce qu'il y a un déficit d'avocats. Tout le monde est concentré à Abidjan, il n'y a que 2 à Bouaké et 1 à l'ouest. C'est un problème. Il va falloir qu'on essaie de trouver une solution. Absolument. Et nous, dès le début de la semaine, après le férié qui vous attend, qui nous attend demain... Je vais prendre des risques en parlant de ça. J'imagine. Parce que moi-même, j'ai déposé mes dossiers. Voilà, je suis en omission. Et ça fait que je suis bloqué. Peut-être que je peux être blacklisté, je ne sais pas du tout. Non, pas du tout. Je prends des risques en parlant de ça. Il n'y a rien de personnel. Vous évoquez une situation qui touche des milliers de jeunes Ivoiriens. Je pense que Maître Meïté choisit bien le thème blacklisté en connaissance de cause. Parce que de ce qu'on entend, encore une fois, on n'a pas la science infuse pour savoir est-ce que c'est vrai ou pas, mais de ce qu'on entend, ceux qui en parlent seraient blacklistés. Ce que je dis au ministre aujourd'hui, ce n'est pas que le ministre est le super ministre de tous les secteurs d'activité. Ce que je dis, monsieur le ministre a parlé de cohérence dans les propos. Tout à l'heure, monsieur le ministre disait, quand le ministre des Sports fait des agoras, automatiquement on le rajoute comme actif au niveau du PJ-Gouv. De même, ce que je demande au ministre, s'il me le permet, c'est que pour les sujets qui concernent la jeunesse, bien qu'il ne soit pas directement sous sa coupole, en tant que ministre de la Jeunesse défendant les intérêts des jeunes auprès du président de la République et des autres ministres, il peut avoir une vue transversale de ces éléments-là, ne serait-ce qu'en faisant des plaidoyers. Et donc, pour moi, pour un problème qui dure depuis 5 ans, je me dis que le ministre s'en est saisi d'une façon ou d'une autre, a pu plaider auprès de ses autres collègues ou même auprès du président de la République, parce que concernant particulièrement le CAPA, ce que Maître Meïté dit, pour moi, ça m'effraie. Concernant le CAPA, il rappelle que c'est une fonction libérale. J'arrive, je termine. On le laisse terminer. En fait, ce que Maître Meïté dit par rapport au CAPA, moi, ça m'effraie dans la mesure où il dit c'est au-delà même de la compétence du président de la République. Donc, ça veut dire que c'est vrai, il y a une indépendance des différents pouvoirs en Côte d'Ivoire, mais ça veut dire que, comme il a dit, il y a des jeunes qui aspirent à une certaine profession et aujourd'hui, un groupuscule de personnes, permettez-moi l'expression, décide qu'eux n'ont pas le droit d'accéder à ce Saint Graal. Donc pour moi, c'est un problème majeur. Et au-delà même du CAPA, il y a pas mal d'autres secteurs d'activité dans lesquels ce problème se pose. Donc moi, je ne suis pas en train de dire il faut qu'on bombarde monsieur le ministre Touré Mamadou comme super ministre, gérant tous ces éléments. Mais pour moi, il y a des éléments qui touchent la jeunesse, même étant dans les autres ministères. Le ministre pourrait s'en faire l'avocat, sinon pourrait s'en faire le plaideur pour qu'on puisse trouver une solution. Oui, vous allez poser votre question, ce sera juste après cette courte pause. Monsieur le ministre, vous allez réagir tout à l'heure. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. La SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Retour sur le plateau de NCI 360 dans la première partie de cette émission et jusque-là maintenant, nous évoquons évidemment ce fonds annoncé par le président de la République au profit des initiatives en faveur des jeunes. Et avec nous, le ministre de la Jeunesse, le ministre Touré Mamadou en duplex de Daloa, avec nos consultants Alafé Wakili, Maître Meïté Youssouf, Dr Arthur Banga, Franck-Stéphane Dédi et Dr Bangali Ngouran. Maître Meïté Youssouf, avant la pause, vous vouliez poser une question au ministre Touré Mamadou. Deux questions au ministre. On entend parler de milliards, de 361 milliards, 1 milliard par jour. On a parlé même de 3 000 et quelques milliards. Mais la question que je pose, comment se fait le financement? Parce qu'on a eu Mamadou Koulibaly, par exemple, qui dit que ça sera forcément l'endettement, le déficit sera creusé, ou alors ça sera le matraquage fiscal qui va ressurgir sur le panier de la ménagère, sur la cherté de la vie. Donc, comment se fera le financement? Parce que le président n'a pas trop détaillé le financement. Comme vous êtes chargé de faire le service après-vente, donc je souhaiterais que vous nous clarifiez sur ça. Ma deuxième question est que, concernant ces projets-là, comment les dossiers sont montés et qu'est-ce qu'il faut faire pour être financé? Parce que si j'ai un jeune qui est à Mans ou à Biakouma, qui a des projets et qui veut
que ces milliards-là soient concernés par son projet, comment il doit s'y prendre pour être financé? Voici mes 2 questions. Allez-y, monsieur le ministre. Alors déjà, vous dites tout de suite que les financements des projets, c'est vraiment un aspect du PG Group. Le chef de l'État a donné le premier axe, c'est formation, entrepreneuriat et financement. Donc le financement, c'est un aspect. Alors sur le volet financement, c'est autour donc de 150 000 jeunes pour à peu près 68 milliards de francs CFA qui seront financés donc durant cette année. Ces financements proviennent essentiellement de mon ministère, proviennent du ministère donc du Commerce, puisque vous avez avec le GUD qui se met en place, les fonds de garantie, et du ministère de l'Agriculture qui fait beaucoup de financement pour les projets des jeunes. En ce qui concerne mon département ministériel, on a ouvert des guichets emploi dans 201 communes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour mettre donc dans la boucle les sous-préfectures, parce que l'un des défis aussi, c'est de pouvoir traiter les jeunes qui sont en milieu rural. Et si vous avez suivi un peu l'actualité ces dernières semaines, vous verrez que fin mars, nous avons signé une convention avec les régions sur la base donc des financements obtenus par la Banque mondiale. 31 milliards de francs CFA obtenus de la Banque mondiale qui sera délégué, donc qui sera envoyé aux régions dans le cadre de la maîtrise du voie délégué. Et les régions sont en charge de mettre en place ce qu'on appelle l'entrepreneuriat en milieu rural. Donc les dossiers sont reçus au sein des régions qui couvrent toutes les sous-préfectures. Le jeune donc postule. Et quand le dossier du jeune est validé, le jeune subit une formation puisque ces régions sous-traitent donc avec des cabinets privés donc de formation et ces cabinets sont chargés donc d'accompagner ces jeunes. Ça, c'est vraiment sur l'aspect du financement. Alors, comment est-ce qu'on obtient les 361 milliards de francs CFA? Rappelez-vous qu'en fin d'année, il y a 2 indicateurs importants. Il y a eu le budget donc, de l'ensemble des membres du gouvernement qui a été validé. Et le Premier ministre a donné la feuille de route à chaque ministère sectoriel. Dès l'annonce du chef de l'État, le premier exercice a consisté à regarder dans la feuille de route de chaque ministère sectoriel, sur la base des budgets déjà disponibles, quelles sont les initiatives en faveur des jeunes. L'autre exercice a consisté à aller consulter les jeunes. Pour voir si au-delà de ce que le gouvernement prévoit, par exemple, pour cette année 2023, les jeunes ont eux-mêmes des propositions donc, qui sont des propositions pertinentes qui doivent être prises en compte. Donc nous avons une approche très réaliste. Pour l'année 2023, par exemple, nous sommes allés sur la base donc, des budgets déjà disponibles au niveau de chaque ministère sectoriel. En plus donc, des concours des partenaires au développement, je vous ai dit tout à l'heure que la contribution, par exemple, de la Banque mondiale aux initiatives des jeunes sur le PGGOV, ça sera de 86 milliards de francs CFA. Je vous ai dit, par exemple, que le concours de l'Agence française de développement aux initiatives jeunes dans le cadre du PGGOV, c'est 53 milliards de francs CFA. La contribution de la BAD, c'est 45 milliards de francs CFA. Donc, en plus des ressources déjà budgétisées au sein de nos ministères, nous avons les concours extérieurs, donc soit dans le cadre donc, de dons, comme c'est l'instrument du CDD. Vous savez que le CDD, c'est des dettes remboursées qui reviennent pour être investies donc, dans certains projets, ou dans le cadre donc, d'appui apporté donc, par la Banque mondiale. Donc ce sont ces ressources-là qui permettent donc, d'avoir donc, le budget de 361 milliards de francs CFA. Ce n'est pas de l'endettement qui va se faire, etc. Maintenant, vous avez remarqué que nous ne sommes pas limités à l'année 2023. Nous avons une projection sur 2023-2025. Parce que lorsque vous entamez, par exemple, la construction d'un lycée professionnel, d'un centre professionnel ou d'un centre de service civique, la durée de construction d'un lycée professionnel peut aller de 18 mois à 24 mois. Donc, il y a des projets qui vont certainement commencer cette année, mais ces projets verront donc leur durée en termes d'achèvement courir jusqu'en 2025. Quand vous prenez des grands projets structurants, tels que le métro d'Abidjan, avec un potentiel de main-d'œuvre qui est de 1000 jeunes. Et ce projet va se faire aussi sur la période. Et sur la période, c'est des jeunes qui seront recrutés et qui vont travailler dans le cadre de ce projet. Ensuite, vous avez les infrastructures. Tout n'est pas financement de projet. On va faire beaucoup d'infrastructures. 14 centres de services civiques seront construits sur la période. Vous avez déjà le centre donc, de Boaké qui est fonctionnel. Vous avez le centre de Taloa qui sera fonctionnel dès le mois de septembre-octobre. Vous avez le centre d'Alzopé, de Korogo et des autres chefs-lieux de district dont les travaux seront lancés d'ici la fin de l'année. Vous avez, je vous ai dit, les Agora, pilotés par mon collègue du ministère des Sports. 10 Agora seront construits sur l'ensemble du territoire national. Et je peux citer les lycées professionnels. 34
lycées, 34 établissements d'enseignement technique professionnel qui seront soit réhabilités, soit qui seront des constructions nouvelles, etc. Donc voilà un peu. Et puis, je vais rejoindre donc l'expert qui a été tout à l'heure sur le bien-être des jeunes. Le dernier chapitre concerne donc le bien-être donc des jeunes, l'épanouissement des jeunes. Donc à ce niveau, il y a une série d'initiatives prises pour les jeunes, pour leur permettre donc d'avoir accès à travers le ministère de la Culture, le ministère donc des Sports ou le ministère donc du Tourisme, à des loisirs. Il y a des formations qui vont se faire. Les prochains jours, c'est 5000 formations dans le domaine du tourisme. C'est 5000 formations dans le domaine donc, des métiers du sport. Donc le PJU, pour me résumer, c'est des formations pour les jeunes, c'est le financement d'entrepreneuriat pour ceux qui sont donc qui veulent entreprendre, c'est les programmes d'insertion directe, donc permettre à des jeunes d'avoir un emploi salarié, c'est les infrastructures sportives, les infrastructures donc dans le secteur de l'éducation pour les jeunes, c'est, je l'ai dit tantôt, 110 000 boursiers ou personnes aidées qui seront pris en charge dans le cadre du PJU. Donc voilà un peu ce que je peux dire. J'espère avoir été clair, sinon je peux répondre à votre question. D'accord. Dernière question peut-être avant de vous laisser partir, Monsieur le Ministre, vu que nous avons un autre sujet à aborder dans cette émission. Arthur Banga, allez-y. Moi, deux choses. Le président a parlé d'engagement citoyen. On ne le retrouve pas dans votre explication. Je pense que c'est quelque chose d'important pour la jeunesse. Et quelle sera la forme de cet engagement citoyen? Deuxième chose pour moi, on veut avoir des indicateurs précis, Monsieur le Ministre. Est-ce que dans le document que vous allez publier dans 48 heures, on peut se dire, en fin d'année, on aura ça de façon concrète, de façon à ce que le 2 janvier, je parte chez vous et le sortie pour que vous me rendiez compte de ce qui a été fait ou pas cette année. Arthur, je vais vous rassurer. Vous savez, le PJU, je vous ai dit, c'est 1 118 milliards sur 3 ans, avec pour objectif 1 500 000 jeunes. Mais pour cette année 2023, premier indicateur, c'est 700 000 jeunes qui doivent être traités au 31 décembre pour 361 milliards de francs CFA. Et vous verrez dans le document que par axe, nous avons les objectifs à atteindre par axe. C'est-à-dire le nombre de jeunes à mettre en stage, le nombre de jeunes à former, le nombre de jeunes à financer, le nombre d'agora construits, le nombre donc de centres de services civiques à construire. Je vous ai dit par exemple qu'on doit construire le centre de services civiques de Daloa d'ici le mois d'octobre. Donc vous avez la possibilité, le 1er novembre, de regarder est-ce qu'effectivement le centre de services civiques de Daloa a été construit ou pas. Donc ce n'est pas du bavardage, ce sont des mesures concrètes. On a parlé aussi du relèvement de l'âge pour les concours. Vous avez vu, par exemple, que la ministre Anne Lotto, il y a quelques jours, a pris des décisions pour élever donc l'âge, et c'était la demande des jeunes. Ça, ce n'était pas prévu au niveau de l'action du gouvernement, mais c'était une demande des jeunes. Donc, je voulais vraiment vous rassurer sur ça. Est-ce que vous pouvez me rappeler votre première question? La question de l'engagement citoyen, qui est quelque chose qu'on partage. Sur l'engagement citoyen, c'est l'axe 2. Sur l'engagement citoyen, de façon très concrète, nous avions projeté le recrutement, par exemple, de 10 000 jeunes volontaires pour la CAN. Et nous allons, à la demande du Premier ministre, passer à 30 000 jeunes. Donc, autre indicateur. Et le lancement doit se faire en lien avec la CAF le 15 du mois prochain, le 15 mai. Donc, le 15 mai, le 16 mai, vous pourrez regarder, est-ce qu'effectivement, ce programme de recrutement, dont des 30 000 jeunes a été lancé ou pas? Est-ce qu'à la faveur de la CAN, il y a 30 000 jeunes pour des actions citoyennes d'appui à l'organisation de la CAN qui a été faite? Tous ces jeunes qui sont en train d'être formés dans les centres de services civiques sont des jeunes qui vont concourir aussi à cet engagement, atteindre ce statut d'engagement citoyen. Au-delà des jeunes pour la CAN, c'est des jeunes bénévoles, des jeunes volontaires, en dehors de la CAN, qui seront formés et qui doivent aider à des actions communautaires dans leur commune, dans leur région, etc. Donc, vous verrez dans le document le nombre précis de jeunes qui doivent être mobilisés cette année et ceux qui doivent être mobilisés donc l'année prochaine. Donc, pour me résumer, justement pour ne pas avoir un programme bateau avec des objectifs sur 3 ans, etc., et pour vous permettre vous-même et tous les citoyens donc, de mesurer l'efficacité de l'action gouvernementale, nous avons certes un programme sur 3 ans, mais pour respecter l'esprit donc, du chef de l'État qui veut que cette année soit l'année dédiée à la jeunesse, nous avons comme indicateur près de 700 000 jeunes qui seront pris en charge cette année, au 31 décembre, pour 361 milliards de francs CFA, y compris donc 99 milliards
dans les investissements en infrastructure. Et ces infrastructures, c'est au niveau de l'enseignement technique, du ministère des Sports, du ministère donc, de la Jeunesse, etc. Très bien, Franck Dédy, dernière question. Oui, très rapidement. Bon, on m'a demandé de ménager le ministre parce qu'il est supporter de l'Africa Sport. Qui vous a demandé de le ménager? Voilà. Donc, je voudrais... Est-ce que... C'est une question et en même temps une ouverture. Allez-y. Est-ce que le ministre, en concertation avec ses autres collègues ministres, pour ne pas leur faire offense, pourrait être le porte-voix de ces sujets que j'ai évoqués là, auprès peut-être du vice-président ou du président directement, que ce soit de façon formelle ou informelle? J'ai parlé de la question du CAPA, j'ai parlé de la question des cités universitaires, j'ai parlé de la question de la santé, parce qu'on a besoin de... Mais le ministre vous a invité à ses bureaux. Oui, avant le rendez-vous de mercredi, naturellement. Très bien. Voilà, donc si le ministre... Parce que cela touche directement les jeunes et ça sera une bouée de sauvetage pour les jeunes, si le ministre pourrait, de façon formelle ou informelle, porter cela aux oreilles du président de la République. Je pense que le président de la République a toujours mis en avant les jeunes. Il s'est toujours présenté comme celui-là qui règle les problèmes lorsqu'ils lui sont portés à ses oreilles. Et je reste convaincu que ces problèmes-là n'ont pas encore obtenu solution parce que le président peut-être ne le sait pas. Donc peut-être le ministre pourrait aider à cela. Monsieur le ministre, très rapidement, on termine avec ça. Mais je peux vous rassurer, je le fais au quotidien, peut-être de façon discrète, parce que je me positionne aussi comme l'avocat des jeunes auprès du président, auprès du Premier ministre, auprès de mes collègues membres du gouvernement. Et pour être très concret, par exemple, vous savez, il y a des jeunes, des agents donc CMU, donc du ministère de la Santé, si vous suivez un peu l'actualité, qui se plaignent de leur statut, etc. Je les ai reçus au bureau. Je les ai reçus au bureau pour bien comprendre le problème qu'ils posent. Et je me suis proposé d'être donc l'interface entre eux et le ministère des Sports. Et je compte donc parler avec mon collègue, pardon, le ministère de la Santé, parler avec mon collègue pour que ces jeunes soient reçus. Tous les jours, nous le faisons quand nous sommes saisis. Donc, ce que je vous demande aussi, mercredi au cours donc, de l'audience que je vais vous accorder, n'hésitez pas à ramener à mon niveau toutes ces questions-là et on regardera ensemble les pistes à explorer. Tout ce que nous pouvons faire, d'ailleurs, c'est ma conclusion. L'année de la jeunesse, ce n'est pas seulement les actions du gouvernement en faveur des jeunes. L'année de la jeunesse, c'est la mobilisation de tous, médias, experts, collectivités territoriales. L'année de la jeunesse, c'est aussi ce que vous faites. Ne serait-ce que porter la cause des jeunes, certains problèmes des jeunes, etc., pour les faire connaître là où ça doit être connu et en vue donc de leur règlement. Donc, je souhaite, donc, en guise de conclusion, que cette année, nous nous mobilisions tous au-delà de toute polémique. Et qu'aujourd'hui, on se dise que le gouvernement travaille dans une logique totalement transparente. S'il y a des questions qui n'ont pas été suffisamment élucidées à votre niveau, nous sommes à votre disposition pour vous mettre. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a vraiment rien. Toutes les initiatives seront connues, mesurables. Tous les ministères ont leur contribution qui sera connue. On saura exactement qui doit faire quoi, comment il doit le faire, etc. Donc, je souhaite... Ali, que de par votre émission, ça soit un appel lancé à tout le monde. Absolument. Que cette année de la jeunesse, pas seulement les initiatives du gouvernement, mais tout ce que nous pouvons faire pour faire avancer de façon significative la situation des jeunes, la cause des jeunes. Nous sommes preneurs donc à recevoir toutes les propositions. Nous également. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté de participer à cette émission depuis Daloa, où vous vous retrouvez pour des raisons évidemment privées. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions. L'Africa Sport en deuxième division, mais je promets que nous allons passer en première division. Non, ça n'arrivera pas. Monsieur le ministre, ça ne risque pas d'arriver de sitôt, je peux vous le promettre. Excellente soirée et on vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Messieurs, tout dernier sujet de cette émission, nous allons évoquer la situation de l'Afrique dans ce contexte de mondialisation. Nous allons inviter sur ce plateau un écrivain à succès. Il a écrit Nécropolitique, critique de la raison nègre, de la post-colonie, brutalisme, la communauté nègre, sortir de la grande nuit, politique de l'inimité. Je vous prie de recevoir avec nous en plateau à présent M. Achille Mbembe, historien, politologue et enseignant universitaire camerounais qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir à nos côtés. Achille Mbembe va nous donner sa position évidemment sur les récentes tensions qu'il y a eu dans certaines capitales africaines, notamment avec la France et tout ce qui se passe dans cette région du pays, de notre continent plutôt. Achille Mbembe qui va nous rejoindre dans les instants qui suivent. Achille Mbembe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Vous êtes de passage en Côte d'Ivoire et nous sommes très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Je suis heureux d'être à Abidjan. Absolument. Alors tout de suite, première question, cash. Vous avez suivi évidemment le développement de l'actualité ouest-africaine ces derniers mois, j'ai envie de dire.
avec une montée en puissance d'un sentiment, dit-on, anti-français. De loin, vous qui êtes, par exemple, l'architecte du sommet France-Afrique de Montpellier, comment vous réagissez à ces questions, à ces mutations qui s'opèrent sur notre continent, précisément dans cette zone ouest africaine? Écoutez, je vais vous dire ce que je crois, moi. Et je vais le faire d'une façon tout à fait contre-intuitive. La relation entre la France et, en particulier, ses anciennes colonies, elle est marquée au fer d'innombrables contradictions. Certaines de ces contradictions ont atteint un point de rupture. Il est très difficile de le nier. On les connaît, en gros, ces contradictions. Et il faut en sortir, d'une façon ou d'une autre. Mais je pense que, et c'est là la dimension contre-intuitive de ce que je voudrais partager avec vous, je pense que cette relation demeure potentiellement générative. Je pense sincèrement que, dans tous les cas, elle est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus ambiguë que beaucoup de critiques ne le laissent penser. Je pense aussi qu'il est très difficile pour qui que ce soit de se lever aujourd'hui et de déclarer illico que cette relation n'aura servi à rien. C'est très difficile de le dire. On l'entend beaucoup, hein, chez beaucoup d'observateurs, chez beaucoup d'intellectuels. Évidemment. On se dit, non, finalement... Je vous dis ce que je crois. C'est cela. Je ne réponds pas de ce que d'autres pensent. Je pense profondément, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, qu'il est très difficile de dire que cette relation, elle ne sert plus à rien. Et je pense que, étant donné ce que je viens de vous dire, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse beaucoup d'autres, c'est de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut se donner la possibilité de faire encore ensemble quelque chose qui vaille. Quelque chose qui vaille parce que cela a du sens. Faire quelque chose ensemble à un moment où très peu s'en rendent compte, la France, en réalité, ne dispose plus des ressources morales, intellectuelles, militaires, économiques, financières, qui lui permettaient, il n'y a pas si longtemps que cela, d'exercer sur une partie du continent la sorte d'hégémonie à laquelle on était plus ou moins habitué. Êtes-vous en train de dire que les rapports de force ont changé? Mais bien évidemment, les rapports de force ont changé. Et beaucoup d'entre nous éprouvent énormément de peine à s'en rendre compte. Et c'est ça, je pense, une des dimensions de, disons, l'hystérie actuelle. Et il faut sortir de cette hystérie et se reposer la question de savoir est-ce que nous avons quelque chose à faire ensemble pour réparer ce monde qui est... Est-ce que cet exercice ne devrait plutôt pas être fait par la France, par exemple? Mais non, c'est affaire à deux. Un tango, ça se danse à deux. Parce que ce que les Africains, qu'on a entendu ces derniers mois, ces dernières années, ont dit essentiellement, on ne veut plus accepter ce paternalisme, cette condescendance. Et vu que la victime, ou du moins le plus grand coupable, c'est la France, peut-être que... Moi, j'ai grandi au Cameroun. J'ai grandi dans une famille qui a payé un prix très élevé pour l'indépendance du pays. Un prix qui, au fond, n'a pas été reconnu. Mais ça, on le sait. Ce que je veux dire, c'est que j'ai grandi dans un milieu où on ne se conçoit pas comme une victime. On se conçoit comme acteur. Et je pense que nous devons nous positionner, les Africains, ou en tout cas ceux qu'ils veulent, comme acteurs dans, disons, la relation
que nous voulons entretenir avec toutes les puissances du monde, la France étant une de ces puissances. C'est ainsi que je conçois cela. Et donc, vous ne m'entendrez pas me positionner comme victime de je ne sais pas qui. Docteur Bangali Ngoran. Oui, je pense que l'Afrique est un peu rentrée dans la mondialisation par un acte de violence majeur. C'est la mondialisation contemporaine au travers de la traite négrière qui a été succédée par la colonisation. Donc, elle s'est retrouvée dans un rôle taillé sur mesure par d'autres qu'elle devait camper. Et elle est restée, je dirais, cantonnée dans ce rôle jusqu'à ce qu'elle atteigne un stade de maturité intellectuelle, une maturité politique, pour se rendre compte qu'elle était dans le fait, qu'il fallait changer cette relation. Mais le changement qu'elle veut est un changement en termes de rupture, pas en termes de réforme, pas en termes de reconversion. Et donc, il y a cette part de rejet du lien, un rejet choisi des liens anciens, de la nature des liens anciens notamment qui lient l'Afrique au bloc occidental en général. Hein, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, la prise de position des Africains, au-delà même de l'identité française, ce qui est ciblé, de manière générale, c'est le bloc occidental, auquel on associe une histoire douloureuse, auquel on associe un bout de chemin qui a été difficilement ressenti. Et on veut se tourner vers d'autres ailleurs, ou en tout cas vers d'autres espaces. Et donc, l'élément important, essentiel, qui fait aujourd'hui que ce dialogue est difficile, c'est qu'on a d'un côté le bloc occidental et la France, à minima, qui identifient l'Afrique comme son avenir. Et en face, on a l'Afrique qui ne veut plus rien avoir avec, justement, ce bloc occidental et particulièrement... En face, on a une partie de l'Afrique ou on a l'Afrique en général qui ne veut plus rien avoir? Je pense que pour le moment, toutes les voix qui s'élèvent, je parle de l'Afrique francophone. Hein, parce que l'Afrique francophone, justement, c'est elle qui a été confrontée à cette part d'histoire douloureuse. Il y a eu un dépassement quand même de l'Afrique non francophone parce qu'ils ont eu le temps, à travers, disons, les formes d'indépendance qui les ont portés là où ils sont aujourd'hui, de pouvoir liquider ce contentieux-là. Donc, il s'agit essentiellement de l'Afrique francophone qui, aujourd'hui, en tout cas, à travers les voix, c'est vrai qu'il y a une voix intellectuelle qui s'élève, qui est un peu plus mesurée, mais les voix qu'on a l'habitude d'entendre, ce sont les voix activistes qui ont un positionnement un peu plus extrémiste et qui vont dans le sens plutôt d'une rupture, plutôt que de, disons, une reconfiguration ou en tout cas une réforme de la relation. Très bien. Arthur Banga. Je pense qu'il ne faut pas mépriser les gens. Comment ça, mépriser? Personne n'a méprisé personne. Quand j'entends les voix ne veulent pas, c'est-à-dire nous autres, qui disons on peut construire quelque chose, nous ne sommes pas des voix. Personne n'a dit que vous n'étiez pas des voix. Quand on dit que les voix, en ce moment, il faut tenir compte de nos voix. Parce que moi, j'étais à Montpellier, il y avait 3000 personnes dans la salle. Donc, il y a au moins 3000 voix qui sont venues pour discuter de l'avenir de l'Afrique. Et donc, je ne conçois pas qu'on me dise qu'on ne veuille pas. Que des gens ne veuillent pas, je peux le comprendre. Oui, mais de là, le généraliser. Je pense que c'est ça la substance de son propos. Non, vous l'avez bien demandé, il a répété. J'ai précisé des activistes. Oui, une partie, c'est évidemment pas tous les Africains qui pensent de la même manière. Je vais donner un exemple très clair. Bien sûr. Allez-y. Au Niger, oui. Le Parlement nigérien, le Parlement représentant du peuple nigérien, vote pour qu'on déplace Barkhane au Niger. Et un monsieur rassemble 300 personnes. On estime que ce monsieur qui a rassemblé 300 personnes, il est plus important que le Parlement nigérien qui a voté. Arthur Banga, c'est la guerre de la communication, de la propagande. Voilà, donc je vais dire simplement savez. que l'Afrique, on est tous d'accord. Et c'est pour ça que c'était ça l'intérêt de Montpellier. C'était ça l'intérêt de l'offre que Macron a fait, de dire on est tous d'accord qu'il y a des choses qui ne vont pas. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux? Moi, je pense que c'est ça la question. On ne peut pas venir dire aujourd'hui, rien que par les diasporas, rien que par nos langues, rien que par la mondialisation, on aura... Aujourd'hui, il n'y a pas une partie du monde, même la Corée du Nord, a des relations forcément. Ce monde interpénétré nous oblige à vivre ensemble, nous oblige à vivre dans une communauté terrestre, en quelque sorte. Et ça, c'est un fait. Et quand on discute de ce qu'on puisse faire ensemble, de ce qu'on puisse changer ensemble, c'est ça la problématique aujourd'hui. Et dans cette problématique, on est, à mon avis, il y a des choses quand même qui avancent. Il y a des choses qui avancent. La Côte d'Ivoire s'apprête à recevoir une partie des œuvres qui ont été pillées.
il y a des réflexions qui sont faites sur notre monnaie, il y a des réflexions qui sont faites sur les présences militaires. Donc il y a tout un mouvement qui est en train de se faire, qui peut-être n'arrive pas encore à destination, je peux le comprendre, mais qui est en mouvement. Et on ne peut pas accepter de dire que, parce que quelques gens disent qu'ils ne veulent pas, l'Afrique ne le veut pas. L'Afrique n'a jamais dit qu'elle ne le veut pas. D'ailleurs, nous sommes Africains. Nous qui disons que nous voulons rediscuter, on n'acceptera pas ce mépris. Alafé Ouakili ? Oui, tout à l'heure, vous avez parlé d'une ONG que nous avons créée, la Société civile, l'africanisme, justement pour refuser que certains activistes se proclament comme les porte-parole de l'Afrique. Il a parlé d'activistes et il semble les présenter comme les porte-parole de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il est légitime comme porte-parole de l'Afrique? Qui sont-ils? Peut-être la grande audience qu'ils ont eue sur les réseaux sociaux, dans les médias et en passe. On assimile souvent l'audience à une sorte de légitimité aussi. Si l'on part à une élection, peuvent-ils la gagner? Ils font beaucoup de bruit. Dans leur pays, dans les lieux où ils sont, partout où ils sont, si nous partons à des élections, ils ne les gagneront pas. Sur quelle base ils sont légitimes et prétendent-ils parler de l'Afrique, refusant les voix contraires et disant qu'ils sont la majorité? Nous avons créé cette structure pour dire non, il y a des voix africaines qui pensent différemment et que leur pensée n'est pas forcément majoritaire, que la majorité, c'est dans les urnes. Ils ne peuvent pas s'ériger en porte-parole de l'Afrique. C'est une parole de l'Afrique, ça fait partie des voix de l'Afrique, mais ce n'est pas la parole de l'Afrique. Il y a combien de pays africains? D'ailleurs, même on parle de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique existe? Il y a autant de pays que d'Afrique. Il y a des Afriques. Il n'y a pas une seule Afrique. Très bien. Nous avons combien de passeports? Une cinquantaine. Nous avons combien de monnaies? Le franc CFA qui est décrit. Mais on devrait le saluer. Lorsqu'on enlève le franc CFA, on aura 50 monnaies. Chaque pays a sa monnaie. L'Afrique est-elle fière de ça? Et c'est ça qu'on doit promouvoir? Chaque pays a un passeport. Chaque pays a un drapeau. Oh, l'Afrique n'existe pas. Il y a des pays africains qui existent. L'Afrique est un continent bordé de terre, de mer ou autre. Mais l'Afrique, en tant qu'identité politique, elle n'existe pas. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut se battre. Au lieu de faire des discours anti je ne sais quoi, l'Afrique a des véritables problèmes. C'est un problème d'unité, c'est un problème d'intégration. C'est le passeport unique qui a été brandi à Kigali qui ne sert à rien, qu'on ne voit pas. C'est le marché commun africain qu'il faut bâtir. Ça, ce n'est pas une affaire de France, de l'Occident. La colonisation est lointaine. La traite négrière est lointaine, sauf si on veut toujours justifier des choses par rapport à notre volonté d'avancer. Nous sommes maîtres de notre destin. On dit oui, l'Afrique n'était pas dans l'histoire. Aujourd'hui, elle prétend faire son histoire. Ceux-là qui parlent au nom de l'Afrique, que font-ils pour être le moteur de cette histoire, pour créer cette convergence afin que l'Afrique prenne en main son destin? C'est cela qu'on attend, au lieu d'indexer des adversaires de l'Afrique. Il faut que les fils d'Afrique prennent conscience de leurs responsabilités, de leurs devoirs. Voici pourquoi nous avons mis en place cette structure. Et nous serons là pour porter la parole de l'Afrique, la parole à nous, qui est aussi une parole de l'Afrique, à côté des autres paroles qui se font de plus en plus bruyantes. Et cela ne fera qu'enrichir le débat. Messieurs, j'ai un grand regret, c'est qu'on est dans un sujet avec beaucoup de passion, qui malheureusement devra s'arrêter d'un moment à l'autre. En tout cas, on va continuer d'échanger avec Achille Mbembe, qui est de passage à Abidjan. Vous souffrirez, messieurs, que je lui pose une nouvelle question avant de vous redonner la parole. Achille Mbembe, dans ces défis de mondialisation auxquels doit faire face l'Afrique, il y a aussi ce qu'on appelait le New Scramble of Africa, cette ruée vers l'Afrique. C'est l'avenir, finalement? Et l'avenir est... c'est peut-être déjà même le présent. La réalité est à la compétition. Et pour nous, la question de la souveraineté, elle est réelle. Et je pense sincèrement que pour recouvrer une portion de notre souveraineté, nous allons devoir, l'Afrique, en tant que projet, nous ouvrir à nous-mêmes. L'Afrique va devoir s'ouvrir à elle-même, se constituer comme un vaste espace de circulation des idées, des marchandises, des personnes, ainsi de suite. Vous pensez à l'Europe? Je ne pense pas à l'Europe. L'Afrique devra se forger, se former sur la base de ses forces propres. Et il y en a. Ces ressources, on les a.
Notre histoire, elle est très complexe. Elle n'a pas commencé avec la colonisation. Elle a commencé longtemps avant tout cela. Il faut nous reconnecter à ces forces longues, de long terme, affronter 2 questions historiques qui nous ont désavantagés dans notre rapport avec le monde au long du temps. Premièrement, développer une capacité à garder pour nous les choses de valeur que nous avons créées. Parce que l'histoire montre que ces choses de valeur, nous n'avons pas su les conserver pour nous. Qu'il s'agisse des êtres humains, vous parlez de la traite des esclaves, des ressources du sol, du sous-sol, des cerveaux, ainsi de suite. Nous les avons soit gaspillés, soit tout cela nous a été pris. Il faut constituer cette capacité à garder pour nous le meilleur de nous-mêmes. Deuxième chose, il faut constituer en Afrique cette capacité à ne pas brader des intérêts communs pour des intérêts privés. Personnels. Si nous arrivons à répondre à ces 2 faiblesses historiques, eh bien, nous serons en mesure de prétendre à exercer sur le monde, disons, à occuper notre place propre dans le monde et à devenir, comme les autres, responsables de sa marche. C'est cela. Franck-Stéphane Dédy, vous voulez réagir? Oui, très rapidement. Je pense que le problème qu'on essaie de poser ici, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Moi, c'est avec beaucoup d'amusement que j'écoutais Arthur. Amusement? Oui. T'es sérieux, là? S'il vous plaît. Il disait, non, s'il vous plaît. Pas péjoratif. Non, mais je viens, Arthur, c'est ce que je suis en train de faire. Non, bon, non, Arthur Banga n'apprécie pas, on va retirer le mot tout simplement. Ouais. Soit dit. C'est avec beaucoup de sourire que je l'écoutais tout à l'heure quand il disait que, par exemple, dans un pays comme au Niger, il y avait le Parlement qui a voté une loi et quelqu'un d'autre a réuni des personnes pour s'opposer à la loi. Bon, je n'étais pas là-bas pour compter. C'est moi qui ai dit, pas te dire. Je te précise. Arthur, on le laisse terminer, s'il vous plaît. Le problème, comme je l'ai dit, il est multiforme. Comment nos parlements sont formés? Quels sont les projets qu'on vend? Est-ce que vous êtes en train de remettre en cause la légitimité de nos parlements? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. En fait, si on ne s'écoute pas, on risque. Oui, bien sûr, c'est pour ça que j'essaie de rappeler les autres à l'ordre. Allez-y. Quand moi j'ai la chance de voyager, quand je suis au Burkina et même au Niger, où pour faire la campagne, pour être élu député, on me dit, ou président parfois, on me dit, votez pour moi, je vais vous apporter de la mer d'Abidjan ou de Cotonou jusqu'à... Celle-là, on l'a entendue au Burkina, par exemple. Bon, quand des personnes ne savent pas pourquoi elles doivent être élues, typiquement, ces personnes-là ne peuvent pas représenter le peuple. Elles le représentent pour la forme, mais après, on ne peut pas s'offusquer du fait qu'il y ait d'autres voies alternatives à celle-là. Qu'elles soient légales ou illégales, on devrait plutôt les écouter et voir comment est-ce qu'on trouve le juste milieu. Dans son propos, il a parlé, par exemple, de la présence militaire en Afrique, ce genre d'éléments-là. Si tant est que ce n'étaient pas des éléments entravants au développement des pays, je pense que ça devrait tout de suite être retiré. Mais pourquoi est-ce que, comme il le dit, des réflexions sont menées depuis plusieurs années et on maintient cette présence militaire dans ces pays-là? Sur la question de la monnaie, d'autres diront, d'autres personnes ont des monnaies pas forcément arrimées à l'euro, les économies n'en sont pas moins florissantes. Mais si tant est que ce lien-là avec la France n'était pas entravant au développement de ces pays-là, pourquoi est-ce que ces liens-là, on ne les retirait pas? Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a la présence de ces éléments-là qu'on n'est pas beaucoup plus développé ou moins développé que d'autres pays qu'on dirait qu'on ne devrait pas se poser des questions là-dessus. La question aujourd'hui, et j'aime bien le propos du professeur, c'est de dire, nous avons eu un parcours pendant plusieurs siècles ou plusieurs années. Il est bon aujourd'hui de se poser la question, quel est le bilan qu'on en fait? Comment est-ce qu'on retire les éléments négatifs de cette relation-là à travers le temps sans que ça ne dérange l'un ou l'autre des protagonistes? Et comment est-ce qu'on bâtit avec succès l'avenir? Le problème de l'Afrique francophone en griffe avec la France, c'est que
ces éléments qui sont entravants, visiblement, ne sont pas de l'assentiment de la grande-mère France à les retirer. C'est là où ça se cristallise. Et tout de suite, lorsque les antagonistes sont montés, on a tout de suite labellisé cela en disant sentiment anti-français, de sorte à pouvoir polariser les relations entre les individus des deux parties. Et ça, c'est fait à dessein. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions. Le professeur l'a dit, il faut que des intellectuels africains qui représentent la voix du peuple également arrivent à se dire, à un moment donné, on devrait mettre en avant l'intérêt collectif plutôt que l'intérêt individuel. On est tous d'accord là-dessus, finalement. Sauf que, comme je disais, c'est encore une fois le serpent qui se mord la queue. Ces individus-là, pour qu'ils pensent tel, il faut que parfois, ils ne soient pas sponsorisés par quelqu'un derrière qui, en général, est la France qui les porte au pouvoir pour servir ses intérêts. Donc, on a un secte... Ça c'est une légende, finalement... On a un secte infernal. Moi, quand j'entends ça, j'ai bien l'impression que, finalement... Nous, Africains, n'avons aucune responsabilité. Voilà. C'est nous toujours qu'on manipule, finalement. C'est pas ce que je dis. Je dis que nous avons une responsabilité. L'autre protagoniste qui est ici, la France, a aussi une responsabilité. Aujourd'hui, il faut qu'on s'asseye pour dire, voilà le parcours qu'on a eu jusque-là, voici ce qui a marché, voici ce qui n'a pas marché. Et ce qui n'a pas marché, on devrait être d'accord de part et d'autre de la table à le retirer. Mais pour cela, il faut que le cadre soit établi. On a l'impression que de l'autre côté, on veut nous maintenir dans les faits. Encore une fois, c'est une impression. De l'autre côté, on veut que ces intellectuels-là n'émergent pas pour pouvoir proposer certaines choses. Aujourd'hui, tu es là, on en discute par derrière. Aujourd'hui, il y a eu le nouveau sommet, c'est quoi, Afrique-France ou France-Afrique, je ne sais plus. C'est quoi l'avenir? Aujourd'hui, il y a pas mal d'initiatives. Je pense qu'on en parle régulièrement. Mais derrière, il faut que cela puisse se traduire en action concrète, déjà au niveau des représentants des États. D'accord. Parce que la société civile pourra faire ce qu'elle fait, mais tant que les gens ne se sont pas mis en accord là-dessus, parce que moi, par exemple, il y a une gymnastique que j'ai eue qui m'a fait sourire. Bon, c'est vrai qu'Arthur n'aime pas quand je souris, mais il y a une gymnastique qui m'a fait sourire. Le président, par exemple, de la République, le chef de l'État, Alassane Ouattara, est allé en France, alors qu'il était avec le président Macron. Il a eu à dire qu'on a un CFA solide. Quand il est revenu en Côte d'Ivoire, quelques mois après, il a dit qu'il y a des réformes qui doivent être faites sur ce CFA-là. Il a des problèmes, on doit passer à l'éco. Donc cette gymnastique-là, on ne se retrouve pas par moment. Et toutes ces questions seront évidemment abordées au fil des émissions. Messieurs, j'ai une tâche très compliquée, très difficile. Je vais vous donner la parole. Ouais. Laissez-moi aller au bout. Je n'ai plus que 3 minutes pour terminer cette émission. Maître Meïté, franchement, mérite de parler quand même 30 secondes. Maître Meïté, allez-y. Bon, l'Afrique n'est pas rentrée dans la mondialisation, c'était le thème. Donc moi, je souhaite qu'il ne faudrait pas qu'on nous pose un rapport dialectique entre la France et l'Afrique, comme M. Bangali a tenté de le faire, et en se basant sur des cyberactivistes qui vilipendent la France chaque jour, chaque matin. Est-ce qu'on a demandé l'assentiment des populations africaines par rapport à la situation vis-à-vis de la France? Il faudrait qu'on essaie de voir une généralité. L'Afrique essaie de multiplier ses partenaires. Et aujourd'hui, les difficultés qui minent l'Afrique dépendent de l'Afrique elle-même. Il ne faudrait pas qu'on trouve des boucs émissaires. Aujourd'hui, même si on est en retard et qu'on n'est pas rentré dans la mondialisation, ça dépend aussi de la malgouvernance, des régimes dictatoriaux qui sont installés. Il n'y a pas de démocratie. Tout cela contribue, tout cela constitue un frein. C'est où les régimes dictatoriaux? C'est où? Les régimes dictatoriaux sont Vous avez terminé, Maître Meïté? Je n'ai pas beaucoup de temps, moi. Et puis, en plus, la guerre qui mine l'Afrique, le terrorisme, tout ça est un nouveau défi sécuritaire. Voilà. Ce sont ces défis-là qui retardent l'Afrique, de sorte qu'elle n'arrive pas à rentrer dans la mondialisation. Il va falloir que nous, les Africains, on s'asseye déjà, réfléchir, être assez responsables avant d'accuser les autres. Très bien. Achille Mbembe, je m'en voudrais de ne pas vous poser une toute dernière question sur la démocratie, parce que vous avez fait beaucoup de productions. Vous revenez sur le concept de démocratie. Le nom m'échappe, mais il me revient qu'un intellectuel de l'Afrique du Centre disait que la démocratie, c'est un régime pour les pays en fin de cycle, qui ont traversé le développement et aujourd'hui qui sont en mesure, qui ont la culture nécessaire pour appliquer la démocratie. Regard rapidement là-dessus? Non, je ne suis pas d'accord avec lui ou avec elle. Je ne sais pas quel est. C'est un homme, c'est le nom qui m'échappe. Je ne suis pas d'accord avec lui.
Et évidemment, le régime démocratique, libéral en particulier, est en crise à peu près partout. Il faut le réinventer. Et en Afrique, nous disposons de pratiquement tous les éléments qui pourraient servir à réinventer la démocratie. Quoi comme élément matériellement, par exemple? Notre manière d'habiter la terre, de nous relier au vivant, de le réparer, de le soigner. Il y a là, dans nos cosmogonies, c'est ce que je montre dans mon dernier ouvrage, La communauté terrestre, en m'appuyant cette fois-ci sur les cosmogonies Dogon-Bambara, on a un trésor tout à fait illimité pour repenser la Terre et proposer à notre monde en crise des solutions correspondant à la sorte de crise à laquelle on fait face, crise écologique, crise climatique, crise de la représentation, et ainsi de suite. Il est possible de le faire, mais à condition de rééquilibrer au sein de nos sociétés les rapports entre le pouvoir et la société. Achille Mbembe, merci d'être passé sur ce plateau. On espère que pour votre prochain passage à Abidjan, on m'a dit fin juin, me semble-t-il. Oui, on espère vous revoir. Je serai là assez régulièrement cette fois-ci. Absolument. On va consacrer une émission pour évoquer tous ces défis auxquels l'Afrique doit faire face. Merci infiniment à vous, Dr Bangali Ngoran, Franck Stéphane Dedi, Achille Mbembe, Alafé Wakili, Maître Youssouf Meïté, Arthur Bangay, qui a envie d'en placer un carton jaune. Effectivement, on peut accorder un carton très vert à la SEC d'Abidjan. Aujourd'hui pour les demi-finales. Exactement. La SEC mérite, il n'y a pas de carton ce soir, mais rien que pour la SEC, ce carton vert. Félicitations à la SEC d'Abidjan, le meilleur club de la Côte d'Ivoire. J'insiste là-dessus. Merci à vous, messieurs. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Rendez-vous dimanche prochain. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous a été présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien.